Dans cette troisième partie, on va regarder ensemble comment on peut utiliser les fonctions de manière partielle pour pouvoir en fait créer des nouvelles fonctions à partir de fonctions. C'est ce qu'on appelle l'application partielle de fonctions. Dans un deuxième temps, ce qu'on va regarder, c'est le principe du queryisme qui va transformer des fonctions à n arguments en n appels de fonctions à un argument. Commençons par l'application partielle de fonctions. On a vu qu'on pouvait tout à fait mettre des fonctions anonymes, comme ici, à l'intérieur d'une val, et ça fonctionnait. Par contre, lorsqu'on avait une fonction qui était déjà définie, eh bien on ne pouvait pas la mettre dans une val avec la syntaxe qui est écrite ici. Malheureusement, ça ne marchait pas. Alors, l'explication, c'est que tous les vals sont des objets, en réalité, alors que les defs ne sont pas des objets. Donc on ne peut pas mettre une def dans un objet. On verra un peu plus tard ce que ça signifie parce qu'en réalité Scala est un langage objet autant qu'un langage fonctionnel et eh bien, ça a quelques limitations comme celle-ci. Ce qu'on doit faire pour pouvoir mettre quelque chose qui a été défini avec un def, c'est utiliser cette syntaxe qui est là, qu'on appelle l'application partielle de fonction. Alors, à quoi ça sert et comment on peut l'utiliser? Ce n'est pas uniquement un usage syntaxique pour pouvoir mettre une def dans une val, mais ça nous permet de relier plus tard les arguments d'une fonction. Alors, commençons par un exemple. On a ici la fonction adder qui prend x un entier, y un entier et qui va produire x plus y. On peut, à l'aide de l'application partielle de fonction, eh bien, mettre dans une val, ici incr, la fonction adder à laquelle le premier argument en fait n'a pas été encore spécifié, mais on bind par contre le second argument, donc le y, est bindé avec 1. Donc avec ça, on a mis en réalité dans la val incr une fonction qui prend un argument qui est celui juste en dessus, celui-là, et qui va produire un entier. Donc cette fonction incr, c'est une version plus spécifique de la fonction adder, dont le deuxième argument vaut toujours 1. Donc c'est une fonction qui va incrémenter de 1. Si maintenant on souhaite binder le premier argument, c'est aussi possible. On laisse le deuxième argument libre, et dans ce cas-là, c'est la fonction add2 dans la val qui va additionner 2 à l'argument qu'on va lui passer ici. Alors, regardons ici un exemple. Bien, à add2, si je lui donne comme argument 5, ça va produire 7, et à la fonction incr, qui est définie dans la val, eh bien, lorsque je lui passe 5, ça va produire 6. Ce late binding peut se faire sur n'importe quel argument d'une fonction. Et c'est relativement puissant si vous réfléchissez, parce qu'on peut en fait, avec ça, créer des nouvelles fonctions à partir d'une fonction existante en spécifiant l'un ou plusieurs des arguments de la fonction. Le second principe dont on va parler maintenant dans ce chapitre, c'est le queryisme. Alors, qu'est-ce que c'est le query? Ça n'a rien à voir avec les épices, mais ça vient en fait d'un logicien. Alors, ce logicien, c'est Haskell B. Curry, qui était un logicien et mathématicien américain. Donc B ici, c'est pour Brooks. Et puis, ce mathématicien a donné son nom à 3 langages de programmation, Haskell, qui est un langage fonctionnel pur, Curry et Brooks. Et puis ce nom Curry, il est donné à un principe en programmation. Alors en réalité, l'idée du curisme qu'on va voir tout de suite, elle ne vient pas de Curie lui-même. La première citation vient de Moses Schoenfinkel, mais visiblement les gens ont trouvé que la Schoenfinkelisation des fonctions était trop difficile à dire, donc on a retenu le nom Curie. Alors, qu'est-ce que c'est cette curification? Eh bien, ça vient du fait que certains langages de programmation n'ont pas de fonctions à plusieurs arguments. En Haskell, par exemple, les fonctions sont limitées à un seul argument. Du coup, se pose la question, comment est-ce qu'on peut faire pour évaluer une fonction comme mul ici, qui prend 2 arguments, des entiers, et qui fait simplement la multiplication des 2. Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer une telle chose si on n'a que des fonctions à un argument? Eh bien, il y a une possibilité. Cette possibilité, c'est celle-ci. C'est de définir une fonction à un argument,
ici x un entier, et de dire que cette fonction retourne en fait une fonction qui prend y un entier et qui va retourner x fois y. Donc il y a un truc, si vous voulez. Une fonction à deux arguments peut être réduite à une fonction à un argument qui elle-même retourne une fonction à un argument. Alors c'est ça le principe de la curification d'une fonction. Alors ce mécanisme, on peut le faire à la main, comme je l'ai fait ici. En ce cas-là, il y a une syntaxe simplifiée qui nous permet de faire ça. Cette syntaxe est la suivante, elle consiste à mettre deux paires de parenthèses. Donc on va écrire notre fonction purifier automatiquement, ainsi. Vous voyez, on a une fonction à un argument ici et à un argument ensuite également. Et puis, on va pouvoir définir plus simplement notre x fois y. Et pour l'utiliser, eh bien, on va l'appeler par exemple mulCurry 3, 4, qui va s'évaluer à 12. Alors, en informatique théorique, le curisme, il donne en fait un moyen de pouvoir étudier des fonctions avec des arguments multiples dans un modèle théorique très simple, comme par exemple celui du lambda calcul, dans lequel les fonctions ne peuvent prendre qu'un seul argument. C'est pour ça qu'on parle de curisme et c'est pour ça que c'est intéressant. On va voir qu'il y a aussi des applications pratiques dans quelques slides. Ici, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder ensemble comment en fait on peut transformer une fonction à plusieurs arguments en une chaîne de fonctions, chacune avec un argument simple. Alors, on commence ici par la définition en Scala d'une fonction curifiée. Donc, c'est une fonction à n arguments, chacun dans ses propres parenthèses, qui valent l'expression e, avec ici n plus grand que 1. Ce qu'on va faire en 2, ici, c'est appliquer la transformation de Curry, c'est-à-dire qu'on va prendre le dernier argument, et puis on va l'appliquer à une fonction, ici g, qui est un nom frais, c'est-à-dire un nom qui n'est pas utilisé dans la portée pour l'instant. Donc ça, c'est la transformation de Curry. Et puis, si on regarde attentivement, ça, c'est la définition du sucre syntaxique offert en Scala pour les fonctions anonymes. Et là, on a une fonction anonyme. Si on applique la même transformation n fois, eh bien, on a ici une chaîne de fonctions appliquées chacune à un seul argument. Et ça, c'est la transformation de Curry complète. Regardons ici trois choses. On va tout d'abord regarder une fonction def qui va additionner deux nombres a plus b. On va ensuite avoir une application curifiée de cette fonction, mais curifiée à la main. Pardon, voilà. Donc, si on évalue add normal, on va obtenir un entier qui vaudra 7. Si ensuite on évalue add one at a time avec 3, eh bien on va obtenir comme résultat une fonction qui prend un entier et qui retourne un entier. C'est la fonction qui est donnée là. Cette fonction, eh bien, on peut y appliquer ensuite un nouvel argument et on va obtenir 7. Ça, c'est toute la curification faite à la main. Si on utilise la syntaxe automatique du Scala, qui est donnée ici, eh bien, on a ces arguments curifiés ici, et on peut bien entendu appliquer aux deux arguments des valeurs pour obtenir 7, mais on peut également faire une application partielle de fonction de la fonction curifiée, comme ici, avec une fonction addCurry qui va être mise dans la val inc, qui sera du coup une fonction à un argument, à laquelle je peux lui donner 3 pour obtenir 7. Donc ça, c'est une application partielle d'une fonction curifiée.
Alors pourquoi, finalement, vous pouvez vous poser la question à ce moment du cours, pourquoi est-ce qu'on fait du curisme? En pratique, pour nous, à quoi ça sert? Eh bien, je vais vous montrer maintenant un exemple. Pour pouvoir expliquer cet exemple, il faut que je vous dise également que les fonctions à un argument, eh bien, lorsqu'on les appelle, on peut les appeler avec des accolades au lieu des parenthèses. Ça, c'est une spécificité syntaxique de ce cas-là, qui nous dit que quand on appelle une fonction à un argument, au lieu de mettre des parenthèses, on peut mettre des accolades. En mélangeant cette possibilité avec le curisme, eh bien, on peut faire de nouvelles abstractions de contrôle dans le langage qui ressemblent au langage lui-même. Alors, regardez en dessous. J'ai ici défini une fonction. Cette fonction, elle s'appelle repeat, elle est curifiée. Vous voyez ici, j'ai deux arguments curifiés. Et c'est des arguments qui sont évalués par nom, d'où la flèche qui est là. Le type ici, unit, signifie que ça n'a pas de type, si vous voulez. C'est un peu l'équivalent de void. On verra dans le chapitre sur les types ce que ça signifie concrètement. L'idée est la suivante dans cette fonction repeat, c'est que si it est plus grand que 0, alors on va évaluer body, qui est le deuxième argument là, puis faire un appel récursif à repeat en diminuant it de 1, en passant body comme deuxième argument de la fonction repeat. Ça, c'est une définition. Maintenant, lorsqu'on l'appelle, eh bien regardez, ici je peux appeler repeat avec comme argument 10. Comme j'ai une fonction à un argument, vu qu'elle a été curifiée, je peux utiliser les accolades. Et dans le corps qui est ici body, j'ai println hello. Et ça, eh bien, ça va afficher hello 10 fois sur la console. Là, j'ai rajouté, si on veut bien, une nouvelle structure de contrôle dans le langage que j'ai écrit moi-même, une espèce de nouvelle boucle, si vous voulez, la boucle repeat. Et ça permet de modifier le langage, de créer des nouvelles abstractions et des nouvelles structures de contrôle dans le langage, uniquement avec le principe du curisme. On parlera de ça plus en détail dans la lecture, dans le cours sur les Domain Specific Languages, qui traite justement de ces questions-là. Peut-être qu'à ce moment du cours, vous n'êtes pas encore très sûr de bien faire la différence entre le curisme et l'application partielle de fonction. Alors, une chose importante à noter, c'est que l'application partielle de fonction, en fait, c'est une manière, si on veut bien, d'utiliser les fonctions. Quand on fait de l'application partielle de fonction, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe certaines valeurs, et avec ça, on réduit l'arité de la fonction, donc le nombre d'arguments. L'application partielle de fonction s'évalue immédiatement. Donc l'idée, c'est qu'on va fixer un certain nombre d'arguments de la fonction, et puis ça va nous permettre d'utiliser la fonction d'une autre manière. Le curisme, quant à lui, eh bien, ça nous permet de définir des fonctions. C'est une manière particulière de définir des fonctions. L'idée est, vous l'avez compris, de transformer une fonction NR en n appels de fonctions unaires, avec chaque appel qui retourne une fonction. Donc c'est une manière à quelque part de transformer une fonction à plusieurs paramètres en une chaîne d'appels de fonctions à un paramètre. C'est une manière de définir les fonctions. Ce qu'on a vu dans ce cours un peu plus en détail aujourd'hui, c'est que les fonctions sont des abstractions également. On a essayé de voir à travers différents éléments, comme l'application partielle de fonctions ou les fonctions d'ordre supérieur, que les fonctions sont des éléments explicites du langage dans les langages fonctionnels. On peut les combiner avec des fonctions d'ordre supérieur, c'est-à-dire qu'on peut retourner des fonctions dans une fonction, prendre des fonctions en argument ou utiliser des fonctions dans des vals pour créer des nouvelles abstractions. Et pour ça, il y a plusieurs mécanismes dans le langage qui vont nous aider, comme les fonctions anonymes.
l'application de partiels de fonction ou encore le curéisme. Merci beaucoup pour votre attention.